Se traiter en première classe comme un acte d'amour et de considération, envers soi-même et envers son entourage. Se donner les moyens de prendre soin de soi, de sa santé mentale et de son développement personnel. Tu peux donner le meilleur de toi-même sans souffrir et sans galérer. Tu peux faire différemment. Décide de te traiter en première classe. Je vais te donner les clés, les pistes et ensemble, on va dénouer les nœuds. C'est le moment, c'est ton moment. Je suis Émilie Antoine, fondatrice de mapsyenlignechaismoi.fr, le meilleur de la psychologie et du développement personnel. Parce que les femmes représentent la moitié de la communauté, elles éduquent et soutiennent la seconde. Par conséquent, elles ont besoin de se traiter en première classe. Avant de commencer à travailler avec moi, Myriam était déjà passée par la case psychiatre. Dieu merci, elle avait déjà bien avancé avec ce médecin qui avait su la traiter, traiter le versant chimique de la dépression sans faire d'elle, je cite, une zombie cachetonnée. Trentenaire, mère de 2 enfants et en plein processus de séparation avec son mari de l'époque, elle jonglait entre les challenges qui sont ceux de nombreuses femmes. Être une mère qui est en capacité d'accompagner ses enfants sans leur faire subir ses propres névroses, redéfinir ce qu'elle attend du mariage et savoir trouver sa place en tant qu'épouse, tout en acceptant qu'elle ne pouvait plus supporter les travers de son mari de l'époque et mettre fin à la relation dans les meilleures conditions. Oser reconnaître qu'elle est une femme intelligente et brillante qui peut exister professionnellement autrement qu'en faisant le larbin. Se reconstruire après une enfance chaotique, après avoir appris que celui qu'elle pensait être son père et dont elle avait tant souffert parce qu'il était atteint d'alcoolisme, n'était en fait pas son géniteur véritable. Et enfin, construire une relation saine avec sa mère, avec qui elle avait eu et avait toujours une relation tumultueuse à l'époque, spécialement après qu'elle avait choisi de se convertir à l'islam. Elle avait le désir de faire le ménage en elle, je cite, d'apprendre à se connaître et à gérer ses humeurs et ses émotions. Elle voulait sortir de ces phases de déprime qui lui coupaient régulièrement l'herbe sous le pied et avait besoin d'être accompagnée et soutenue afin de devenir une femme plus épanouie, plus sereine et plus confiante. Prends le temps dans ce podcast de méditer ces différents déclics et changements de mentalité et de prise de conscience que j'ai analysés pour vous rétrospectivement. Les croyances limitantes qui les sous-tendent ne poussent pas forcément à la déprime ou à la dépression, mais elles sont assez fréquentes et nuisent totalement à la santé mentale, au bien-être et à l'épanouissement des femmes. Bienvenue dans ce 24e épisode du podcast Se traiter en première classe. Dans cet épisode, nous allons voir concrètement comment Myriam, donc c'est un prénom d'emprunt, d'accord, j'ai modifié son prénom, est sortie de la dépression chronique qu'elle subissait depuis plus de 10 ans. Le retour que je vais vous faire de son expérience thérapeutique a été le fruit d'une remise en question et d'un travail que nous avons mené sur plusieurs mois en fait. Un travail qui a allié la psychologie et le coaching à la sauce Émilie Antoine. Bien sûr, chaque chemin, et ça c'est quelque chose que je voulais préciser, pour devenir une femme confiante, sereine, épanouie et unique, d'accord ? Ceci étant, j'ai pensé que l'analyse rétrospective que je vais vous partager aujourd'hui, des déclics qu'elle avait eus au cours de ce fabuleux voyage qu'elle a vécu pour accoucher d'elle-même, ça c'est un terme qui revient beaucoup quand je travaille avec les bootcampeuses du bootcamp Ma Psy Campus, parce qu'elles ont vraiment l'impression, au terme de ces mois de travail qu'on fait ensemble, d'accompagnement, d'accoucher d'elle-même en fait. J'ai pensé que voilà, du coup, les déclics qu'elle avait eus à l'époque, les changements de mentalité pouvaient vous être profitables. Donc je vous conseille vraiment de méditer sur ces différents points. Avant de poursuivre ce podcast, je vous rappelle qu'il reste encore quelques jours pour rejoindre la liste d'attente pour intégrer le bootcamp Ma Psy Campus en 2023. C'est une liste d'attente VIP qui, dès lors que vous y souscrivez, vous propose en fait, vous fait une proposition d'offre VIP pour rejoindre le bootcamp Ma Psy Campus. Donc pour rejoindre cette liste VIP, il vous suffit de vous rendre sur mapsyenlignechaismoi.fr/bootcamp, de vous inscrire
à cette liste et vous recevrez toutes les informations pour cette offre VIP 2023. Le premier point que je voulais vous partager, ce ne sont pas des points, ce ne sont pas des prises de conscience, ce ne sont pas des changements de mentalité, des déclics, bien sûr, qui sont arrivés du jour au lendemain et ils ne sont pas chronologiques. Je vous les partage dans l'ordre dans lequel ils me sont revenus. Le premier déclic qu'elle a eu, le premier déclic que je vous partage plutôt, concernant le travail intérieur qu'elle avait fait, c'était le fait de réaliser qu'elle n'était pas responsable des erreurs de ses parents, qu'ils avaient fait, autrement dit, en fonction d'eux et non pas en fonction d'elle. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est que souvent, quand on est enfant, on pense que nos parents, en fait, ce qu'ils nous ont donné ou pas donné, c'est parce qu'on était nous, en fait. Parce que on n'était peut-être pas assez bien ou pas digne d'amour ou pas assez... pas assez mince ou pas assez belle ou pas assez bonne élève à l'école, etc. Et du coup, quand elle a réalisé que finalement, ses parents, alors spécifiquement sa mère, elle avait plutôt agi en fonction de elle, de ce qu'elle avait projeté sur elle, de ce qu'elle avait vécu elle-même quand elle était enfant, adolescente, adulte, etc. Que c'était pas sa faute à elle, en fait. Eh bien, elle a pu se débarrasser de la honte, de la gêne et de la culpabilité qui accompagnent souvent le manque d'estime personnelle quand on a vécu justement ce type de négligence, de maltraitance émotionnelle, psychologique, etc. Parce que souvent, ce sont des choses qu'on vit enfant, mais qui ont tendance à se rejouer en fait dans le présent. Et une fois que ce déclic-là, il s'opère, souvent elle, ça a été son cas, et que vraiment, elle a intégré cette idée que mes parents, et là en l'occurrence c'était surtout sa mère, ils ont fait en fonction d'eux-mêmes et non pas en fonction d'elle. C'est un grand shift, si je peux dire ça comme ça. C'est vraiment un bond pour elle d'avoir réalisé cela. La deuxième prise de conscience que je voulais vous partager, le deuxième changement de mentalité, le deuxième déclic, c'est le fait qu'elle ait percuté que si elle ne nourrissait pas son cerveau avec une stimulation positive, si je puis dire, eh bien en fait son cerveau cherchait à s'occuper avec quoi ? De l'anxiété, si je puis dire, c'est-à-dire en ayant des idées noires, si je peux dire ça comme ça, en ayant des pensées négatives, en pensant au pire, en cogitant sur le passé, ou en se faisant des films sur le futur, sur ce qui pourrait arriver de pire, etc. Donc elle avait développé une espèce d'addiction à l'adrénaline, parce qu'elle se mettait dans des états vraiment, rien que par la pensée, en fait, dans des états qui la mettaient vraiment mal émotionnellement, et c'était comme une addiction. Et du coup, quand elle a réalisé que elle pouvait choisir sciemment où elle souhaitait emmener son cerveau pour soit être dans un état de détente, de sérénité, etc., en termes de pensée, de scénarios auxquels elle pouvait penser, etc., pour de la détente, ou pour élaborer des problématiques, ou élaborer des choses qui étaient relatives à comment elle allait pouvoir apporter un élément supplémentaire dans l'éducation. Elle avait une de ses deux filles avec qui c'était un petit peu, challenging. Donc du coup, quand elle a emmené son cerveau plutôt vers les solutions que centré uniquement sur le problème et sur le fait de s'acculer, d'être dans l'émotionnel, etc. Et du coup, d'avoir changé cette perspective, de pouvoir en fait être responsable et actif dans le fait de nourrir son cerveau avec des choses qui sont, entre guillemets, quand je vous dis positives, c'est pas juste je vais bien, tout va bien, enfin vous voyez ce versant un peu à la méthode Coué, si je puis dire, mais c'est vraiment d'emmener son cerveau sur les solutions et pas juste sur les problèmes, d'une part, et d'autre, de l'emmener de manière pragmatique, c'est-à-dire quand par exemple, imaginez vous vous réveillez la nuit et vous avez du mal à retrouver le sommeil, vers quoi vous allez envoyer votre pensée, qu'est-ce que vous allez stimuler en termes de souvenirs ou de fantasmes, entre guillemets, pour que votre corps se détende et repasse dans le sommeil, en fait. Et ça, c'est quand elle a compris ça a été un grand shift aussi dans son mindset, dans son état d'esprit, dans son changement de mentalité. C'est un point que je vous conseille de méditer fortement. Le troisième point que je voulais partager avec vous,
euh, parmi les nombreux déclics qu'elle a eus, c'était le fait de se dire qu'elle avait le droit de choisir qui elle laissait entrer et rester dans sa vie. Tout en faisant ça, en fait, et ça c'est, comment dirais-je, dans ce point-là, je constate souvent une erreur, c'est que souvent les personnes, elles sont en mode vindicative. Oui, je jette les toxiques, les personnes toxiques, etc. On est très centré sur, souvent l'erreur qu'on fait au début, si je puis dire, ou quand on n'est pas forcément accompagné, c'est de focaliser sur la toxicité des autres, en fait, uniquement. Et après, on tombe un peu dans cette dichotomie, il y a les gens toxiques et il y a les gens pas toxiques. Je pense que la réalité, elle est bien plus complexe que ça. Et du coup, l'idée, elle a fait ce choix de choisir qui elle laissait entrer et qui elle laissait entrer dans sa vie et qui elle choisissait de faire rester dans sa vie avec de l'équilibre et en paix, et surtout de le faire dans le respect et la responsabilité, que c'était pas une question de il y a des personnes toxiques, il y a des personnes pas toxiques, mais une question de tout le monde n'est pas compatible, ou on n'est pas tous en phase, en fait, dans les différentes étapes de nos vies. Donc c'est une prise de conscience qui a pu se faire avec beaucoup plus comment dirais-je, de sérénité, que quand on est dans cette guerre un peu après, dans ce jugement du les personnes toxiques et les personnes pas toxiques. Le point suivant, le shift suivant, l'évolution de son mindset, le déclic, le changement de mentalité suivant que je vais vous partager aujourd'hui, c'était le fait de réaliser que on peut avoir des phases down, des moments, en fait, dans notre vie où on se sent moins en forme, où on n'a pas le moral, etc. Et ça peut être dû à plein de choses qui sont pas forcément d'ailleurs de l'ordre du psychologique, notamment sur les jeux hormonaux, etc. Et ça signifie pas qu'on ait forcément une rechute, parce que ça, c'est une grande crainte des personnes qui ont vécu des épisodes de déprime ou de la dépression. Elles ont cette peur tout le temps de rechuter. En fait, le fait qu'elles puissent accepter qu'elles puissent avoir des phases de down sans que ce soit significatif d'une rechute, et que finalement on peut pas être heureuse tout le temps, ça veut pas dire qu'on est en dépression, ça veut pas dire qu'on est déprimé. C'est vraiment, en fait, le cours de la vie. Il y a des hauts et des bas, ça peut sembler très, très simpliste comme ça de le dire, mais c'est vraiment d'accepter que la vie d'ici-bas, elle est faite de hauts et de bas. Et par rapport, alors, quand on est en up, quand on est en haut, c'est cool, c'est simple, il y a pas trop de, sur le coup, c'est fluide, si je peux dire ça comme ça. Et quand il y a des downs, c'est de décider, en fait, d'accompagner ces downs, donc ces moments un peu où on n'a pas le moral, de manière pragmatique, dans l'acceptation, pour pouvoir justement rebondir et aller plus loin et plus haut. Donc vous voyez, c'est pas d'être dans le jugement sur le coup, ah j'ai un down, ça veut dire que je suis comme si, je ne suis pas capable de faire ça, et puis repartir, en fait, dans tout le jeu négatif au niveau du mindset, des pensées, mais de se dire ok, c'est là, je l'accepte, et qu'est-ce que je peux mettre en place concrètement pour pouvoir accompagner la vague, si je peux dire ça comme ça, et rebondir et aller plus haut et aller plus loin. Alors, un autre déclic qui s'est produit, c'était le fait de réaliser, ça c'est aussi un point que j'ai travaillé avec énormément de femmes, que être positif, si je peux dire ça comme ça, ou penser positive, c'est pas dénier ce qu'on vit d'épreuves et de challenges. Et je me rappelle d'une femme que j'avais accompagnée, et sa mère, en fait, pensant bien faire, et c'était c'était louable de sa part, elle voulait, en fait, soulager sa fille quand elle voyait que sa fille, elle allait pas trop bien, parce que, alors là, pour l'autre femme dont je vous parle, elle avait une maladie chronique, et elle lui disait toujours, mais faut être positif, faut penser positif, etc. Positif. Elle essayait de lui remonter le moral comme ça. Et en fait, après, ce que ça créait chez elle, c'était, elle savait pas trop ce que ça voulait dire concrètement, parce que, voilà, elle était noyée, entre guillemets, dans ses émotions à ce moment-là. Et du coup, elle avait énormément, après, de culpabilité, de honte, etc. Elle pensait que c'était elle qui ne savait pas penser positif, qui ne savait pas être positive, etc. Et du coup, souvent, le message qui lui était envoyé à ce moment-là, c'était que quand elle faisait part de ses épreuves ou de ses challenges quotidiens qui étaient dus à sa maladie chronique. Et là, c'est d'amener une autre perspective, en fait. Je pense que
j'aime pas ce terme être positif, je l'emploie pour que ça parle au plus grand nombre, mais c'est pas ce serait pas la terminologie chouchoute que j'emploierais de manière générale. Mais je pense que c'est plutôt l'idée, c'est plutôt de s'auto-coacher, si je peux dire ça comme ça. Et ça, c'est un point qu'on travaille énormément dans l'accompagnement du coaching du bootcamp MAPSY Campus. C'est de s'auto-coacher en développant de l'autonomie émotionnelle et mentale, en fait. Et de ne pas dénier ce qu'on vit d'épreuves et de challenges, mais d'être à même d'être sa première source de ressources, si je peux dire ça comme ça, quand il faut justement réorienter sa pensée, ses émotions, etc. C'était voilà le point que je voulais développer ici. Le point suivant que je voulais vous partager, avec le déclic suivant que je voulais vous partager, qui a été phare pour elle, et franchement c'est un déclic que j'ai observé chez beaucoup d'autres femmes, c'est le fait de percuter que dans la vie, et ça c'est un truc qu'on traite, on en parle beaucoup dans les coachings de groupe du bootcamp MAPSY Campus, parce que ça revient énormément. Alors, si vous me connaissez un peu, vous savez que pour moi, les mots sont très importants. Et les mots qu'on emploie, les mots qu'on entend, les mots qu'on choisit, ils ont un impact sur notre état, notre santé mentale, notre état émotionnel, je pense, et notre capacité à être là, en fait, tout simplement. Et du coup, ici, ce que j'entends souvent, et elle était beaucoup dans cette perspective de je dois servir à quelque chose. C'est important pour moi de servir à quelque chose, j'ai l'impression de servir à rien, etc. Et là, bon, je vais couper le truc direct. Je pense vraiment qu'il ne s'agit pas de servir à quelque chose, parce que déjà, ça c'est un truc que je répète souvent, vous n'êtes pas un objet. Un objet sert à quelque chose, d'accord ? Un être humain, il ne sert pas à quelque chose. Et souvent, cette perspective de vouloir servir à quelque chose, souvent derrière, ça amène des actions, ça amène un positionnement vis-à-vis des autres où on se plie en quatre aux doléances et aux attentes extérieures. Quand on est juste dans cette perspective-là de « il faut que je serve à quelque chose », et souvent on va mesurer comment on va mesurer qu'on sert à quelque chose par rapport au retour que l'extérieur nous fait. Et là, c'est une conception contre laquelle je lutte, si je peux le dire. Je pense qu'il s'agit vraiment ici, et ça c'est quelque chose qu'on aborde beaucoup par exemple dans le module 6 du bootcamp, de mener une vie qui fait sens à nos aspirations mondaines, nos objectifs, que ce soit professionnels, spirituels, religieux, professionnels, nos objectifs familiales, etc. Et de mener en fait une vie qui fait sens à ces aspirations-là justement, en ayant, entre guillemets, un plan d'action, etc. Voilà, c'est là où souvent en fait la frustration qu'il y a derrière j'ai pas l'impression de servir à quelque chose, c'est de pas avoir l'impression d'avoir une vie qui est en cohérence avec nos valeurs, nos principes, nos aspirations, etc. Et du coup, quand elle a percuté ça, qu'il ne s'agit pas de juste servir à quelque chose, mais de vraiment d'avoir de l'intention dans ce dans quoi on décide de s'investir et comment on s'investit, ça a fait une grosse différence. Le déclic suivant que je voulais vous partager, c'était le fait pour elle de réaliser que elle allait pas être. C'était important pour elle de discipliner son ego en fait, comment dirais-je ? Oui, d'avoir une maîtrise de son âme, de sa personne, etc. Et du coup, jusqu'à là, elle était dans une perspective où elle pensait que pour maîtriser son âme, maîtriser son ego, etc., il fallait se martyriser, se faire violence, et dans une perspective comme ça, un peu de lutte, de combat, de guerrière, etc. Et quand elle a réalisé que la maîtrise de l'ego, la maîtrise de soi, de ses émotions, de ses pensées, entre guillemets, des mauvais penchants de l'âme, si je peux dire ça comme ça, que c'était plutôt une discipline qui venait avec de la bienveillance, avec la connaissance de soi, avec du pragmatisme, c'est-à-dire la capacité de mettre en place des actions qui sont cohérentes avec nos valeurs et nos principes, sans complaisance, sans se mentir à soi-même, mais vraiment en fonction de soi, de faire avec soi et pas contre soi. Et quand elle a réalisé ça aussi, ça a été un énorme... forcément, ça amène à beaucoup plus de bienveillance vis-à-vis de soi-même. On fait des actions qui sont beaucoup plus efficaces parce que quand on est dans cette perspective on maîtrise son ego, entre guillemets, en se martyrisant, souvent derrière, bien sûr, ça amène à un discours négatif vis-à-vis de soi, par rapport à soi. On est beaucoup dans le jugement. On est beaucoup dans le fait de faire au-delà de ses moyens, mais
on pose pas des actions qui sont en cohérence avec vraiment ce qu'on est en capacité de faire ou de donner. On est plutôt dans un espèce d'idéal persécutant, si je peux dire ça comme ça, où on se compare, etc. Donc là, quand elle a eu ce shift-là de plutôt en fait, de réaliser que la discipline de l'ego, si je peux dire ça comme ça, elle vient plutôt avec de la bienveillance et du pragmatisme. Ça a été aussi forcément un grand changement dans le positionnement qu'elle avait vis-à-vis d'elle-même. Et forcément, quand on a cette bienveillance, ce pragmatisme, cette capacité de pouvoir avoir cette discipline, pas au sens autoritariste en fait, mais cette discipline qui nous cadre et qui nous permet d'atteindre nos objectifs, ça a été forcément un grand changement. Un point suivant de changement de mindset, de changement de mentalité, de déclic que je voulais partager avec vous, que Myriam avait eu, prénom d'emprunt, je le répète, c'était le fait de réaliser que plus elle allait agir de manière responsable. Alors, je répète à chaque fois, mais quand je vous dis de manière responsable, ce n'est pas au sens de la culpabilité ou d'être dans la responsabilité aiguë et de prendre les responsabilités des autres. Non, c'est vraiment par rapport à sa propre personne. Et plus elle agissait, plus elle allait décider d'agir de manière responsable, et plus elle allait être dans une perspective où elle assumait ses choix, sans être dans la victimisation et sans être dans le fait de remettre la faute sur les autres, eh bien, ça avait pour effet qu'elle se sentait plus épanouie et plus confiante. Ça, c'est vraiment une compétence. Le déclic dont je vous parle là, c'est une compétence qu'on travaille par exemple tout au long du bootcamp Ma Psy Campus, parce que le fait d'être dans cette capacité de pouvoir choisir et non plus d'être dans ce mood où on subit, ça change énormément de choses en termes de sérénité, de confiance et d'épanouissement, que ce soit dans les domaines personnels, professionnels, spirituels, etc. Et du coup, le fait de percuter comme ça, c'est que si elle voulait quelque chose, en fait, si on veut quelque chose, l'idée, c'est quand je vous dis de manière responsable assumer ses choix, c'est de mettre nous-mêmes, de se dire, ok, je vais mettre moi en place des actions pour que les choses aillent en ce sens, dans le sens dans lequel on a envie que les choses aillent, plutôt que d'attendre que ça vienne d'une tierce personne. Je vous donne un exemple tout bidon. Vous avez repéré un aspirateur, voilà, l'aspirateur qui passe tout seul dans votre appart, etc. Et vous êtes, donc, on va dire, ce qui n'est pas source de confiance, de sérénité, d'estime de soi, d'épanouissement, etc., c'est d'attendre, par exemple, désespérément que votre mari ou que votre mère ou que Perlimpinpin vous offre cet aspirateur-là. Et vous êtes dans l'attente, vous voulez cet aspirateur-là, parce que vous savez que ça va vous faire gagner du temps dans votre quotidien, vous allez vous sentir mieux dans une maison dont le sol est à peu près correct, etc. Et en fait, ça vous traverse même pas l'esprit de vous dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire moi pour avoir les fonds pour pouvoir me payer cet aspirateur, par exemple. Et vous êtes toujours dans l'attente. Et du coup, le mari ou la mère, etc., ils ont peut-être d'autres frais, ou ils ne savent pas que ils comprennent pas les messages subliminaux que vous leur envoyez pour avoir l'aspirateur, ou ils ont pas les moyens, ou c'est pas leur priorité. Et du coup, après, vous êtes dans cette frustration où les choses ne viennent pas de cette autre personne. Et là, la perspective, c'est plutôt, au travers de cet exemple un petit peu, voilà, comment dirais-je, badaud, que je vous ai partagé, c'est de se dire, ok, je veux cet aspirateur-là, qu'est-ce que je peux peut-être revendre en fait de mes affaires qui ne me servent plus, qu'est-ce que je peux proposer comme service pour pouvoir mettre de côté, voilà, comment moi je peux en fait faire des actions cohérentes avec ma volition pour pouvoir avoir ce que je désire, tout simplement. Et le dernier point, je pense que c'est, comment dirais-je, peut-être c'est le plus important, je ne sais pas, mais en tout cas, il est très important, il englobe un peu, il retouche tous les différents points s'entrecroisent, si je puis dire, de toute façon. C'est vraiment de comprendre, quand elle a compris, quand elle a accepté, et du coup, qu'il y a eu ce changement dans sa mentalité, dans ce déclic, ce point de mindset qui a évolué, c'est d'intégrer en fait que la santé mentale se chouchoute et se cultive, je pense, avec une approche qui doit être globale. Enfin, voilà, c'est un point de vue que je partage et j'ai vu quand elle a vraiment compris intégrer ça, ça a fait une grosse différence. Une approche globale et pérenne. C'est-à-dire que
la santé mentale, c'est pas juste voilà penser positif, se débarrasser de la toxicité. Alors oui, c'est, comment dirais-je, c'est important. Tous les points dont je vous ai parlé tout à l'heure et tout, mais il faut se dire aussi un truc, c'est que c'est intimement lié à la santé physique, à l'alimentation, au sport, à l'activité physique, au checking en fait de sa santé, de la santé de son corps, c'est très lié. C'est par exemple, elle a quand elle a réalisé, elle a accepté que, et ça c'est quelque chose que je vois beaucoup chez les femmes. Alors elle, c'était pas son cas, mais ce que je vois aussi, ce que je vois souvent, c'est que les femmes, elles ont du mal à accepter. Quand je dis accepter, c'est prendre en compte et soigner, si je peux dire, apporter du soin, notamment au syndrome prémenstruel. Et ça, le syndrome prémenstruel, ça a un effet sur la santé mentale. C'est indéniable. Alors elle, c'était pas son cas. Elle avait des problèmes de thyroïde. Et quand elle a accepté du coup elle a accepté ce problème de thyroïde et qu'elle a mis en place des actions. Alors bien sûr, c'est pour ça que je vous dis tout à l'heure, une approche globale et pérenne, c'est que c'est pas en faisant une semaine par exemple. Alors elle avait choisi, bon, elle avait un traitement médicamenteux classique, mais elle avait aussi, on avait travaillé sur le fait qu'elle puisse mettre en place une alimentation spécifique, en se faisant accompagner par une professionnelle dans le domaine, en faisant du sport pareil, en faisant un certain type d'exercice qui joue sur un certain type d'hormones, etc. Donc voilà, d'accepter en fait que la santé mentale, ça se joue, c'est clair, au niveau du mindset, de la gestion émotionnelle, de l'auto-coaching dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de savoir, d'être consciente, de savoir et d'orienter son cerveau vers ce qui va vraiment le nourrir positivement. Mais c'est aussi le fait d'avoir cette approche globale en fait, sur son alimentation, sur son activité physique, sur le fait de faire, ça c'est quelque chose que je conseille souvent aussi aux femmes que j'accompagne, je leur pose souvent la question, est-ce que dernièrement tu as fait une prise de sang pour checker que tout allait bien en fait, et souvent c'est pas le cas. Donc ça c'est aussi très important. Et concomitamment à ça, c'est, comme je vous disais, c'est que ce déclic de se dire, ok, la santé mentale, ça se chouchoute, d'où le hashtag se traiter en première classe, mais c'est aussi d'accepter que ce sont des choses qui se construisent sur le long terme et qui prennent du temps. C'est pas une mauvaise nouvelle, toutes les belles choses prennent du temps en fait. Et est-ce que vous voulez être une œuvre d'art ou est-ce que vous voulez être un numéro d'art? Mais c'est vraiment, je pense, ce déclic en fait de se dire, parce que souvent on cherche des solutions sur le court terme. On nous pose souvent la question à moi ou à mon équipe de mapsyenlignechaismoi.fr, combien il faut de séances de consultation individuelle pour régler tel problème. Alors j'entends bien que des fois c'est un souci financier en fait qui amène cette question-là. Bon, déjà, petite parenthèse, c'est pas une question à laquelle on peut répondre parce que le temps qu'il va falloir pour avancer sur une problématique dépend du travail qui se fait en séance, du travail qui se fait entre les séances et de ce que la personne, elle vit en fait dans l'instant présent. Donc, c'est compliqué de donner... je vais pas dire que c'est malhonnête parce que ce serait dire que ceux qui le font sont malhonnêtes, font preuve de malhonnêteté, mais en tout cas, je pense que c'est pas objectif. Et que voilà, donc l'idée vraiment c'est de se dire voilà, la santé mentale c'est comme une plante en fait, c'est quelque chose qui s'entretient, qui prend du temps. Plus on prend du temps, plus on la soigne, et plus elle s'épanouit en fait, et plus elle grandit. D'où l'intérêt de se traiter en première classe de manière authentique, sincère, profonde, pérenne, mais en se disant voilà, c'est quand on a une belle plante, on n'a pas envie de s'en débarrasser en 4 jours. Enfin, on prend plaisir en fait à jardiner. Donc c'est vraiment voilà, quand il y a eu ce shift en fait en termes de perspective, ça a vraiment créé une grosse différence et c'est pas que chez elle que je l'ai constaté. Voilà pour aujourd'hui. J'aimerais beaucoup avoir vos retours sur ce podcast des 9 changements de mentalité, 9 déclics qui ont sorti Myriam de la déprime chronique. Parce qu'aujourd'hui, Myriam, bien sûr, alors ça fait quelques années qu'on a arrêté le travail qu'on a fait ensemble, mais comment dirais-je, je continue d'être au courant, si je puis dire ça comme ça, de son évolution. C'est une femme qui s'est remariée, qui a eu d'autres enfants, qui a créé une entreprise florissante et qui est attachée et qui est
attaché en fait et qui est en cohérence avec ses valeurs et ses principes et qui a fait des choix de vie qui sont en cohérence avec ceux-ci. Donc elle est devenue, je le sais, très suivie et très inspirante pour beaucoup de femmes. Du coup, si vous voulez avoir ce retour, vous voulez m'adresser en fait vos retours sur ce podcast, vous pouvez le faire via une note, une review, un commentaire, un petit pouce up si vous souhaitez aussi soutenir mon travail depuis votre plateforme d'écoute. Donc, le podcast, Se traiter en première classe est disponible sur toutes les plateformes de podcasts classiques style Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, qu'est-ce qu'on a, Podcast Addict, etc. Bien sûr sur YouTube. D'où je vous conseille d'ailleurs de vous abonner pour pouvoir profiter de tous les nouveaux podcasts qui en principe sortent tous les épisodes sortent toutes les semaines. Également, je vous rappelle que pour profiter de l'offre VIP pour intégrer le bootcamp en 2023, alors, il vous suffit de vous rendre sur mapsyenlignechez-moi.fr/bootcamp, de rejoindre la liste d'attente et vous recevrez après cette proposition que je pense pas refaire tellement elle est, ouf. Donc voilà, je vous remercie de votre écoute et de votre attention. Au plaisir de revenir dans vos oreilles. C'était Émilie Antoine, fondatrice de mapsyenlignechez-moi.fr. Je vous ai présenté le podcast de Se traiter en première classe. Votre dose, ta dose hebdomadaire pour te construire le mindset d'une femme épanouie et en phase avec ses valeurs et ses principes. Chaque semaine, je vais te donner des explications impactantes et des conseils concrets pour que tu puisses vivre en fonction de tes aspirations et non en fonction de tes peurs, de tes croyances limitantes et de tes blocages. Pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.